à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le vlogmas numéro 7. Alors ce vlogmas numéro 7, je vais le sortir de nulle part. J'ai décidé de lancer une FAQ pour essayer de combler mes 24 heures, 48 heures où j'étais malade et où je n'ai pas pu créer du contenu pour les vlogmas. On va pas se mentir, celui-ci c'est vraiment le vlogmas de secours de dernière minute. J'ai lancé hier une FAQ sur Instagram, vous m'avez posé quelques questions, alors je vais prendre le temps d'y répondre ici dans ce vlogmas numéro 7. On m'a posé tout type de questions, des questions plutôt d'ordre, qui concernent pas forcément la lecture, et j'ai trouvé ça intéressant de répondre à celle-ci. Les FAQ, c'est pas la première fois que je propose ce type de format, donc j'ai des questions qui sont revenues plusieurs fois, auxquelles j'ai déjà répondu. Donc en fait, j'ai essayé de ne pas prendre les mêmes questions que j'ai habituellement. J'ai essayé de prendre des questions qu'on ne m'avait pour la plupart jamais posé. J'en ai sélectionné une dizaine, on y va, c'est parti. Alors, on m'a posé la question du métier rêvé, du métier que j'aurais adoré faire. Eh bien, j'aurais adoré être hôtesse de l'air. Vraiment, vraiment. C'était le métier goal de ma vie quand j'étais jeune. Je voulais être hôtesse de l'air. J'aurais aimé en fait voyager, découvrir le monde et voir toutes ces choses. Je suis d'ailleurs sur TikTok le compte d'une hôtesse de l'air que je trouve absolument incroyable. Elle nous montre toutes ces escales et tous ces pays qu'elle voit. Alors évidemment, elle a souvent les mêmes escales, c'est souvent redondant, mais je sais pas. C'est vraiment un métier qui m'aurait fait kiffer. Voilà, je fais un métier tout autre aujourd'hui, j'ai fait des études tout autre aujourd'hui. Peut-être que dans 6 mois, 1 an, 10 ans, je ferai un métier encore différent, je ne sais pas. On n'est plus dans des vies où on choisit son métier quand on est jeune et on le fait toute notre vie. On ne sait pas de quoi demain est fait. Alors c'est sûr et certain, je ne deviendrai pas hôtesse de l'air, mais peut-être que je ferai encore autre chose. Ensuite, on m'a demandé si j'avais des idées de cadeaux pour des enfants à peu près de mon âge. Donc Noam a 4, bientôt 5 ans, Owen a 6 ans et demi. Des idées cadeaux, j'en ai plein et en même temps j'en ai pas parce qu'en fait ça dépend de vos enfants. Je peux vous parler des jeux de société qui cartonnent dernièrement à la maison. Le premier jeu auquel on joue énormément à la maison, c'est le Qui est, et nous on a la version avec Super Mario. Le Qui est, je vais le faire connaître absolument personne, mais c'est vrai que moi quand j'étais petite c'était le Qui est classique avec la dame blonde, le monsieur brun avec ses lunettes, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui décline en tout un tas de versions, et nous on a Super Mario, on adore cette version, on y joue énormément. Ensuite il y a un autre jeu de société qu'on adore, qu'on avait emprunté à la bibliothèque, qui s'appelle Tiny Park. C'est un jeu de chez ABBA et c'est une sorte de Yahtzee mais pour enfants et complètement revisité. C'est-à-dire qu'on a une plaque avec dessus plusieurs carrés et on a à côté de ça plein de petits carrés différents. Des carrés, donc on a 4 carrés, 3 carrés, 1 carré comme ça, etc. Et en fait en lançant les dés, il faut qu'on reconstitue les dessins qui sont sur les petits carrés individuels pour pouvoir les placer sur notre grosse grille. Et à la fin, on doit avoir recouvert tous nos petits carrés sur la grande grille pour pouvoir ouvrir notre parc d'attractions, et on a gagné la partie. C'est un jeu qui a énormément fonctionné à la maison, que ce soit pour Owen ou pour Noam. Pour Noël, les garçons ont demandé d'autres jeux de société. On a par exemple demandé le Cluedo, mais version Harry Potter. On a également demandé le Trio Mino Junior. Les garçons ont aussi demandé un jeu qui s'appelle Panique Cafard. Alors c'est phosphorescent, ça se voit dans la nuit. Ça avait l'air génial, donc ils ont demandé ça au Père Noël. L'autre très très gros succès chez nous, ce sont les Schlech. On a 2 caisses complètes de Schlech. Ah, tu te déguises ? Mais t'as pas la ceinture, je peux pas te l'accrocher. Faut que tu prennes la ceinture. Ils m'ont refusé Nono à l'école aujourd'hui parce qu'il a une conjonctivite. On adore. Tu vas aller travailler un peu avec papa ce matin ? Tu veux bien ? Bah, on va déguiser. Pour aller travailler ? Oui. Bon, si tu veux. Parce Tu t'es cru au carnaval, tu veux des confettis ? Oui. Ah, d'accord. Je disais donc les Schlech.
Donc c'est vrai que c'est un investissement. Les Schleich, c'est des petits animaux en plastique que quand tu le vois à 10 €, tu as envie de faire un AVC au moment de le payer. Et puis finalement, Owen a eu ses premiers Schleich vers l'âge de 1 an et demi, peut-être 2 ans. Il en a 7 ans, c'est-à-dire qu'il y a des Schleich chez nous qui ont 5 ans, ils n'ont quasiment pas bougé. Alors ils ont vécu, on sait que des enfants ont joué avec, mais sincèrement, ça valait le coup de mettre autant dans des Schleich. Il y en a quelques-uns qui ont cassé, je vais pas vous mentir, mais ici, il n'y a pas une seule journée sans que les garçons jouent avec leurs Schleich. Alors on a eu quasiment tous les animaux, mais après ils ont décliné ça avec des animaux fantastiques, avec des créatures. Vraiment ils adorent, gros succès les Schleich chez nous. Et là ils viennent de sortir une gamme Harry Potter. Nono en a demandé pour Noël. Je suis ravie. Voilà, sinon après les classiques, les puzzles, les Lego, etc. C'est des choses qui fonctionneront, je crois, toujours. Ensuite, on me demande mon plus ancien souvenir de lecture. Alors je vais vous parler de la première claque littéraire que j'ai pris dans la tronche. Je suis en 3e, je lis le journal d'Anne Frank et j'ai une révélation pour cette période historique. Viens voir. Oh, faut que je vous montre. T'es beau mon pirate? C'est un surbeauté. Ah, t'es pas un pirate? Ah, pardon. J'en reviens donc à Anne Frank et je lis ce livre et ouais, vraiment, je prends une claque en me disant, je prends peut-être conscience des choses, de la vie. Alors pourtant, je suis en 3e et j'ai déjà pas mal encaissé de choses dans la vie pour quelqu'un qui est en 3e. Mais ouais, je prends une grosse claque et je me prends vraiment de passion pour cette période historique. En 3e, c'est vraiment, en histoire, c'est là que tu étudies la Seconde Guerre mondiale et je suis fascinée, terrifiée par cette période et voilà, c'est une passion qui ne me quittera plus. Depuis la 3e, je lis des romans qui parlent de la Seconde Guerre mondiale. J'en ai lu énormément et pourtant, à chaque fois que j'en lis un, j'apprends quelque chose de nouveau. Voilà, c'est une période où il s'est passé énormément de choses et ouais, c'est vraiment une période qui me fascine. C'est vraiment une grosse claque littéraire, cette plume. Alors je pense qu'Anne Frank c'est quelqu'un qui serait devenu écrivain, elle avait la plume voilà, hélas elle a eu le destin qu'on lui connaît, mais je pense que ça aurait été un très grand écrivain et qu'elle a su en tout cas me mettre ma première claque littéraire. Après j'en ai pris plein d'autres dans la vie, je vais vous en parler après, mais voilà, mon plus ancien souvenir de lecture vraiment qui est venu me démonter, parce que bon, je peux vous parler de Martine Petite Maman, c'était vraiment celui que je préférais dans les Martines quand j'étais petite, mais c'était pas une grosse claque littéraire, voilà. Ensuite, on me demande si je suis plutôt négative ou plutôt optimiste. Alors, j'ai envie de dire les deux. C'est-à-dire que je peux être extrêmement négative. Toute seule, je vais être très négative. Je vais toujours trouver que le sort s'acharne, que ça n'a pas été dans mon sens, que j'ai pas de bol, etc., etc., etc. Par contre, dans un effet de groupe, et là c'est complètement contradictoire, c'est-à-dire que quand je sens un groupe négatif, une énergie négative dans un trio, un duo, quand mon mari est négatif, eh ben je vais faire volte-face et je vais devenir l'optimiste. Par exemple avec mon mari, quand on a un projet ou des choses à faire ou qui va se retrouver très négatif, très sombre, qui va être dans un mood vraiment dégueu, eh ben je vais devenir l'optimiste. C'est-à-dire que je vais essayer de porter vers le haut mon mari, que je vais tout faire pour mettre en avant le positif. Voilà, ça c'est vraiment mon petit côté bipolaire, c'est-à-dire que pour moi toute seule, très souvent je suis plutôt négative, mais je ne me laisse jamais abattre. Mais par contre, quand il s'agit d'un effet de groupe, eh bien je vais essayer d'être optimiste. Ensuite, on me demande mes 3 auteurs masculins de thriller préférés. Je vais donc vous les présenter. On est sur un très grand suspense pour le numéro 1, vraiment. Je vais d'ailleurs commencer par lui, parce que vraiment je sens que vous avez très envie de savoir quel est mon auteur de thriller masculin préféré. Voilà, c'est donc Olivier Norek, sans grande surprise, mon auteur de thriller masculin préféré. J'ai absolument tout lu de Olivier Norek, j'adore ce qu'il propose, j'adore sa plume.
J'adore le Capitaine Cost. Et j'adore également ces one-shots. Je les ai tous aimés, ils sont tous différents, ils proposent tous quelque chose de différent et voilà, je trouve qu'il y a une très grande richesse dans la plume d'Olivier Norek. Je trouve qu'il sait se renouveler assez régulièrement dans ses thrillers et proposer à chaque fois des choses... à chaque fois que je lis un Olivier Norek, je me dis ah, c'est trop bien, je suis trop contente. Je pense notamment à Surtension. Quand je commence le premier chapitre de Surtension, je me dis ah, mon Dieu, ça va être horrible. Et voilà, à chaque fois il sait me procurer. En fait, Olivier Norek, je trouve que dans la plume, il a ce truc au début du roman, il vient t'accrocher complètement et en fait t'as qu'une envie, c'est de dévorer ce roman. Je ne m'ennuie jamais une seule seconde dans les romans d'Olivier Norek et je passe toujours un excellent moment. Vraiment le numéro 1 du numéro 1. Si vous n'avez toujours pas lu Olivier Norek, foncez. D'ailleurs, on me pose très régulièrement la question de par quoi je commence pour découvrir Olivier Norek. Alors, soit vous commencez par Code 93 et vous allez dans l'ordre de ce qu'il a écrit pour voir un petit peu l'évolution de sa plume parce que je trouve qu'elle est assez significative au niveau de ses romans. C'était déjà très bien hein, Code 93, mais c'est vrai que petit à petit c'est monté crescendo je trouve. Soit vous partez sur un one shot parce que voilà, Code 93, c'est le début d'une trilogie qui est devenue même plus que ça, puisqu'il y a maintenant dans les brumes de Kaplan, le 4e tome des aventures du Capitaine Cost. Peut-être vous n'avez pas envie de vous lancer dans une saga. Sinon, il faut partir sur un one-shot, et je trouve par exemple que Surface, pour commencer, est un excellent one-shot qui va vous permettre de découvrir à la plume de l'auteur, vous montrer de quoi il est capable et quand vous aurez terminé Surface, de toute façon, vous aurez envie d'en lire plus d'Olivier Norek. Terminez par celui-ci, parce que celui-ci c'est le meilleur. Ensuite, j'aime beaucoup les Olivier, alors je vais vous parler d'Olivier Bal. Olivier Bal, alors je n'ai pas tout lu de lui, pardon. Il a fait un roman avant, qui est plutôt un roman fantasy fantastique je crois, et celui-ci je ne l'ai pas lu. Par contre, j'ai lu tous ses romans. Donc on a d'abord l'affaire Clara Miller, La forêt des disparus, Méfiez-vous des anges. L'affaire Clara Miller, c'est le premier des enquêtes de Paul Green. Alors Paul Green, c'est voilà, ça sort un petit peu de l'ordinaire puisqu'en fait c'est pas un flic, là on est vraiment sur un journaliste qui enquête. Méfiez-vous des anges, c'est celui que j'aime le moins. Parce que c'est un univers drogue, etc. Dont je suis pas spécialement friande dans les thrillers, mais pourtant j'accroche immédiatement avec l'enquêteur, avec la plume de l'auteur, que je trouve vraiment très bonne. Et du coup, ouais, j'ai envie de lire ensuite La forêt des disparus, pour lequel j'ai un énorme coup de cœur, La forêt des disparus, puis Méfiez-vous des anges, qui est exceptionnel aussi. Pareil, je trouve que sa plume, elle monte crescendo à Olivier Bal, et l'année dernière, il nous propose Roche de sang, qui là, cette fois-ci, est un one-shot, où là, on part en Corse, on part sur une histoire de famille, on part sur une histoire entre deux frères absolument exceptionnelle. C'est un thriller qui a su m'émouvoir. Il y a beaucoup de sensibilité dans ce thriller, il y a beaucoup d'humanité dans ce thriller. C'est vraiment un thriller que j'ai refermé en me disant waouh, c'était parfait. J'ai zéro reproche à lui faire. Donc pareil, si vous n'avez pas découvert Olivier Bal, vous pouvez foncer. Il maîtrise toujours quelque chose dans sa construction que je trouve vraiment toujours très bonne. Voilà. Je ne vais pas vous présenter un Olivier pour le 3e, mais je vais vous présenter quelqu'un qui va très certainement vous retourner le cerveau. Et il s'agit d'Alexis Leipzger. Alexis Leipzger, j'en ai lu que 3 sur 4. Et pourtant, je peux vous affirmer que ce mec est incroyable. Il a un talent de fou. Cette duologie qui va s'étoffer par la suite, Les poupées et Hurlements, m'a retourné le cerveau comme rarement. Les poupées, je termine ce livre en me disant je me suis tellement fait berner, un truc de dingue. Voilà, et puis donc Hurlement qui est venu compléter ça. Hurlement, si vous le commencez, il faut savoir que pendant 2-3 jours vous aurez du mal à aller aux toilettes la nuit tellement vous aurez peur. Voilà, je n'ai pas lu Le Mangeur d'âme parce que
parce qu'en fait j'ai envie d'en voir encore un Alexis Livescore dans ma palle. Je peux pas vous expliquer pourquoi. Je repousse en fait, je repousse. Il va être adapté au cinéma. Il est en cours d'adaptation, il va bientôt sortir je crois si je dis pas de bêtises. Donc bon, je vais lire Le Mangeur d'âme et je serai à jour des Alexis Livescore. Mais voilà, je me languis déjà de ce 5e roman qu'il est en train de nous préparer. Voilà. Ensuite, on me demande mes maisons d'édition partenaires pour 2024. Alors, 2024, j'ai pas de liste. Alors, je sais pas si je vais pas oublier quelqu'un. J'espère que non. Après, il y a les maisons. Alors, il y a les maisons d'édition auxquelles j'ai postulé, pour lesquelles je suis partenaire. Alors, il y a d'abord beaucoup d'éditions jeunesse cette année. J'ai décidé de postuler pas mal là-dessus. J'aurai les éditions Milan. J'ai les éditions Gauthier, Languereau, je sais toujours pas comment on dit. Avec lequel je suis partenaire. Et je suis également partenaire Ozu pour cette année 2024. Et pour les maisons d'édition adultes, entre guillemets, pour lesquelles j'ai postulé pour Calman Levy et je serai donc partenaire Calman Levy pour l'année 2024. Après, il y a toutes les autres maisons d'édition qui ne font pas d'appel à partenariat pour lesquelles je suis partenaire. Je pense notamment à PKJ, Pocket, Michel Lafon, Charleston, Albin Michel. Niveau bande dessinée, je travaille parfois avec Phileas, parfois avec Dupuis. Je vois ici la boîte à bulles qui m'a fait parvenir le roman graphique de Virginie Grimaldi. Voilà, il y a des maisons d'édition où vraiment tu sais que tu pars pour un an, que tu vas recevoir tous les catalogues, etc. Et puis il y a les maisons d'édition où tu es un petit peu partenaire tant que tu joues le jeu, j'ai l'impression, ou tant que il semble qu'il y a un vrai échange, voilà, tu es partenaire. Voilà, ça me promet encore une année 2024 bien remplie. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire merci à toutes ces maisons d'édition qui me font confiance toute l'année. Je reçois énormément de services presse, j'en ai conscience et vraiment j'en suis ravie. Ensuite, on me demande un livre qui pourrait s'apparenter au Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki parce que je crois que la personne vient de le lire et qu'elle a beaucoup aimé. Alors dans le genre exactement pareil, un Cozy Mystery qui se passe à Noël, j'ai pas d'idée. C'est vrai que celui-ci est particulièrement bon. Je vous reconseille de nouveau Cozy Christmas Mystery de Karine Pitoki. Vraiment, si vous voulez passer un bon moment, si vous aimez les Cozy Mystery et puis cette ambiance de Noël qui vient contrebalancer un peu avec les meurtres qu'il va y avoir. Mais sinon, niveau Cozy Mystery, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore le Cozy Mystery du Cherche Midi, le Johan Flux. J'ai d'ailleurs un livre dans ma palle pour ce mois-ci. Voilà, j'adore les enquêtes de Johan Flux, c'est vraiment mon Cozy Mystery préféré, peut-être parce qu'il ne répond pas 100% au code du Cozy Mystery. C'est-à-dire qu'on n'est pas en Angleterre, on est aux États-Unis, qu'on ne boit pas du thé, qu'on boit plutôt du café. J'adore Anna Svensson, j'adore son chat, donc apparemment on dit moche. Ça fait presque 2 ans que je l'appelle Moshi, le pauvre, mais voilà, j'adore ce Cozy Mystery. Après, j'aime aussi beaucoup Les Dames de Marlowe, qui là rentrent parfaitement dans les cases du Cozy Mystery. Quel autre Cozy Mystery je pourrais vous conseiller là comme ça? Les Enquêtes des Sœurs Bonté, des éditions Hauteville. Voilà, un Cozy Mystery qui mêle des autrices que j'aime beaucoup. J'ai trouvé ça intelligent de faire ça. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce cosy. Ensuite, est-ce que j'ai des attentes sur Instagram ou YouTube par rapport à mon nombre d'abonnés, à mes rémunérations, etc. Alors au niveau du nombre d'abonnés, pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est 12 000 sur Instagram, on est 3 000 sur YouTube, et que si ça grossit pas, eh ben c'est pas grave. C'est pas grave parce que j'ai déjà énormément d'échanges, ça m'apporte déjà énormément, j'ai une communauté. En fait, je préfère avoir 12 000 abonnés ou 3 000 ici que 10 000 abonnés sur YouTube et 50 000 sur Instagram et que ma communauté change. Aujourd'hui, j'ai construit une communauté que je trouve extrêmement bienveillante, qui ont toujours des petits mots gentils. Voilà, j'ai jamais personne qui est venu troller mes vidéos, me dire des méchancetés en commentaire et je suis extrêmement reconnaissante de ça. Et du coup, bah voilà, si mon nombre d'abonnés, etc. n'augmente pas, c'est pas grave, c'est pas du tout mon but premier sur Instagram. Mon but premier, c'est l'échange. Parfois, je vois déjà que je mets du temps à répondre à vos messages ou que je suis pas toujours à jour pour répondre à vos commentaires. Alors je me dis, si j'en avais encore plus, j'y arriverais encore moins. Et
et que pour l'instant ça me va très bien comme ça. Que vraiment ça me frustre de pas pouvoir vous répondre comme je le voudrais, toujours en temps et en heure. Donc voilà, je souhaite pas spécialement que mes comptes explosent, etc. Évidemment pour l'ego ça fait du bien de voir son nombre d'abonnés augmenter, mais à côté de ça il y a tout un tas de choses qui en découlent et pour le moment être comme ça me va parfaitement. Et niveau financier, je n'attends rien de YouTube, je n'attends rien d'Instagram. Évidemment, quand on me propose des partenariats rémunérés, c'est avec plaisir que je les prends. Je vais pas vous mentir, j'en ai très peu de propositions. Je ne vais jamais chercher de partenariat rémunéré, ce n'est pas mon travail. Quand on me propose des partenariats rémunérés, je regarde évidemment, est-ce que ça m'intéresse, est-ce que le projet me parle. Voilà, j'ai déjà refusé des partenariats rémunérés parce que ça n'avait aucun sens. Et voilà, je ne suis pas là pour me faire de l'argent. Je suis là, je le répète une fois de plus, dans un mood de partage. Évidemment, quand parfois on me dit je vais te rémunérer pour ça et que ça m'intéresse, oui, je vais le faire. Évidemment. Ensuite, on me demande une citation qui me correspond. Alors, c'est pas vraiment une citation, mais c'est un mood. C'est-à-dire que il n'y a que les morts qui ne vieillissent pas. C'est-à-dire que tous les ans, j'entends des gens qui disent « Oh là là, je vais avoir 30 ans. Oh là là, je vais en avoir 40. » Oh, mais quel privilège. En fait, pour moi, la citation, c'est « Vieillir est un privilège que d'autres n'ont pas. » Voilà, si tu vieillis, c'est que tu es en vie et que chaque moment de ta vie a quelque chose à t'apporter. Mes 20 ans ont été forcément très différents de mes 30. Mes 40 ans seront encore différents et pourtant, pour l'instant, écoutez, c'est peut-être parce que je n'ai que 32 ans. Ouais, j'essaye vraiment d'avoir ce mood à me dire, il faut profiter, chaque instant de la vie est différent et précieux. Et voilà. Mon livre préféré, je vais revenir là-dessus, hein. Je dis la meuf insiste, Entre deux mondes d'Olivier Norek. Adam a découvert en France un endroit où l'on peut tuer sans conséquence. C'est tout ce que je pourrais vous dire de ce livre. Faites comme moi, partez à l'aveugle sur ce livre, mais attention, ce livre, il va vous fracasser. Personne ne peut sortir indemne de ce livre, absolument personne. Je l'ai lu 2 fois. Je me suis dit dernièrement qu'il fallait que je le relise une 3e fois pour me reprendre encore un petit... Voilà, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. J'ai eu beaucoup de questions, je suis désolée, j'ai pas pu répondre à tout le monde. Je vous remercie en tout cas d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu à mon petit appel à questions sur Instagram pour me permettre aujourd'hui de vous proposer ce vlogmas numéro 7. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dès demain pour un nouveau vlogmas. Je vous fais des bisous. Bye!